l'heure de la conférence qui nous réunit cet après-midi. Le thème est donc celui de l'engagement. Autant dire que c'est un beau thème, avec un beau plateau, je pense que tout le monde en conviendra, et avec un très beau public, même si vous êtes dans le noir et qu'on ne vous voit pas. On imagine que vous êtes un très beau public et on vous remercie d'avoir décidé de passer cet après-midi, ou en tout cas ce début d'après-midi, avec nous pour ce festival. Alors on va parler d'engagement, et je vais vous faire un petit propos liminaire sur l'engagement, mais je vais commencer courtoisement par vous présenter nos 3 intervenants du jour. Je vais commencer par vous, Étienne Klein, qui venez d'arriver. Vous descendez du train et on vous remercie d'avoir été ici en dépit de petites difficultés familiales qui vous laissaient à distance hier. Donc on est très ravis de vous avoir en présentiel, comme on dit. On ne vous présente plus, évidemment, mais on peut quand même dire simplement que vous êtes tout à la fois un grand scientifique, depuis vos premiers pas au CERN jusqu'à votre direction de recherche au CEA, et vos multiples responsabilités académiques, mais vous êtes aussi un grand vulgarisateur. En témoignent vos dizaines et vos dizaines d'ouvrages. Je n'ai même pas réussi à tous les compter. Il y en a 50, 60, 70. Non, il y en a moins que ça. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup. Des ouvrages, beaucoup d'ouvrages, mais prolifiques. Beaucoup d'ouvrages, et puis aussi des chroniques et des émissions que vous avez produites, en particulier sur France Culture. Vous êtes donc un grand scientifique et un grand vulgarisateur, mais vous êtes aussi un montagnard. Vous en avez parlé hier et on en reparlera peut-être aujourd'hui. Un montagnard et un farceur qui s'est récemment illustré avec le fameux canular du chorizo. Oh, vous nous direz si l'humour est aussi une forme d'engagement d'ailleurs. Votre voisin, Gérard Guerrier, alors je ne sais pas si vous êtes aussi facétieux qu'Étienne Klein, mais vous partagez au moins avec lui l'amour de la montagne. Donc on en parlera sans doute aussi avec vous. Et d'ailleurs, vous vous présentez comme un écrivain montagnard, même si avant d'être un écrivain montagnard, vous avez fait plein de choses. Vous avez eu aussi une vie très sérieuse avec une cravate dans un bureau, dans une entreprise. Aujourd'hui, vous vous définissez comme un écrivain montagnard. Vous avez aussi vous-même commis un certain nombre d'ouvrages. Donc vous avez affronté et des cols escarpés et le monde de l'édition. Et on vous doit notamment 2 ouvrages récents. Un ouvrage sur le courage, et puis juste avant, un ouvrage sur la peur. Donc on a très envie que vous nous éclairiez sur le lien entre le courage et l'engagement. Cédric Villani, merci beaucoup aussi d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes montagnard, mais une autre sorte de montagnard. Vous avez arpenté les pans de la montagne Sainte-Geneviève à Paris, du lycée Louis-le-Grand à l'école normale supérieure. Voilà. Et le GR20. Donc de la montagne Sainte-Geneviève au GR20 Corse. On va dire ça comme ça. Bon, c'est sûr que la montagne Sainte-Geneviève, c'est physiquement un peu moins dur que le Mont Blanc, mais c'est donc scolairement très, très méritoire. Vous êtes un de nos plus grands mathématiciens, tout le monde le sait, mondialement reconnu. Et vous avez quand même fait, c'est ce qui vous distingue ici, vous avez fait le grand saut de l'engagement il y a quelques années, en devenant notamment député, de 2017 à 2022. Et pas seulement, en étant aussi candidat à la mairie de Paris lors des dernières municipales en 2020. Donc nous sommes impatients de vous écouter tous, et donc en particulier vous qui êtes resté un scientifique, mais désormais un scientifique engagé, ou peut-être même tout simplement un politique professionnel, un engagé professionnel. Vous nous direz ce qu'il en est. Alors petit propos introductif, mais très court, rassurez-vous, sur l'engagement. M'est venue une réflexion sur le fait que quand même notre époque est assez ambivalente. Alors quelle époque ne l'est pas, vous me direz, mais en tout cas elle est assez ambivalente en matière d'engagement. On a le sentiment, je pense qu'on pourrait presque tous tomber d'accord sur le fait que l'engagement paraît aujourd'hui reculer, semble reculer, que l'on pense à la désaffection des partis politiques, que l'on pense à la montée générale de l'abstention, et on peut se dire que la montée de l'abstention c'est quand même d'une façon ou d'une autre un recul de l'engagement citoyen. Que l'on pense à la difficulté pour le monde associatif, par exemple, de recruter de nouveaux bénévoles. L'occasion est ici faite de saluer tous les bénévoles ici présents qui permettent que ce festival se tienne. On les remercie, mais on sait que l'engagement bénévole, l'engagement associatif, l'engagement associatif est de plus en plus difficile. Quand on pense à l'engagement suprême, peut-être même à ce qui a été longtemps la quintessence de l'engagement, c'est-à-dire l'engagement sous les drapeaux,
celui qui fait qu'on met sa vie en péril au service d'une cause nationale ou d'une cause supérieure. Cet engagement nous paraît un peu anachronique, ou en tout cas nous paraissait même totalement anachronique jusqu'à ce qu'on voit des images de l'Ukraine et du courage de son peuple, qui évidemment force l'admiration et l'émotion du monde entier. Mais jusqu'alors, on se demandait qui était encore parmi nous capable de peut-être mourir un jour sous les drapeaux. Quid de l'engagement amoureux, évidemment. On peut difficilement dire que l'engagement amoureux est moins sincère ou moins intense qu'autrefois, mais on peut quand même dire qu'il subit moins facilement qu'avant l'épreuve du temps, et que l'engagement amoureux est de plus en plus à durée déterminée dans nos sociétés. Que sont devenus nos intellectuels engagés ? Y a-t-il encore des Sartre, des Aron ? Y a-t-il encore des Bourdieu ? Quelles sont les grandes figures de l'engagement aujourd'hui ? On se souvient de l'abbé Pierre, on peut penser à Robert Badinter ou à Gisèle Halimi. Qui les remplace aujourd'hui ? Y a-t-il encore un engagement, ou l'engagement est-il mort ? Ce serait tout à fait triste. Alors 2 bémols quand même à cette introduction un peu sombre. Le premier bémol, on n'y pense pas souvent, c'est le fait que l'idée d'engagement a investi un champ, un espace qui lui était jusqu'alors totalement étranger. Je pense au monde de l'entreprise. Pendant très longtemps, on imaginait même que ces 2 univers étaient totalement dissociés. Or, de plus en plus, aujourd'hui, on parle de l'engagement des collaborateurs. Les directions d'entreprise ont de plus en plus à cœur de susciter l'engagement de leurs collaborateurs, l'engagement étant entendu comme la condition de leur efficacité, de leur productivité. Et puis, de plus en plus, on parle d'entreprises engagées, que la société civile, nous-mêmes d'ailleurs, sommons de plus en plus de s'engager pour essayer de faire moins de mal qu'autrefois, voire même peut-être pour essayer de faire le bien. Donc la notion d'engagement, au moins à travers ça, elle existe. Et puis deuxième bémol peut-être encore plus important et peut-être encore plus évident, nous avons tous compris, ou à peu près dans notre immense majorité qu'était venu le temps du monde fini, et donc le temps de l'écologie. Mais est-ce un véritable engagement dès lors qu'on voit bien que cet engagement, en fait, s'impose à nous, qu'il est davantage un engagement subi qu'un engagement choisi. Et d'ailleurs, peut-on encore parler d'engagement s'il n'est pas librement consenti ? Voilà. Voilà pour poser le décor, et voilà précisément le décor que je vais vous demander d'habiller pour nous éclairer cet après-midi. Alors, je commence par une première question. J'aurais pu commencer par une question d'ordre général, d'ordre philosophico-politique, et d'ailleurs, je vais vous la poser, cette question sur le recul de l'engagement. Considérez-vous qu'il y a aujourd'hui un recul de l'engagement ? Mais je ne commence pas volontairement par cette question d'ordre général. Je vais commencer par une question plus personnelle que je pose à tous les trois. Quelle est la place de l'engagement dans vos vies ? Alors, pour Cédric Villani, on imagine déjà un peu la réponse que vous allez nous faire, mais sans doute ne se limite-t-elle pas à la question de votre engagement politique. Et du coup, on va commencer par Étienne Klein, si vous voulez bien. Quelle est la place de l'engagement dans votre vie, cher Étienne Klein ? Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir enfin. À chaque fois que je dois venir à ce festival, il m'arrive des bricoles qui m'empêchent de venir le jour J ou carrément d'annuler ma participation. Donc je propose que la prochaine fois, ce soit moi qui dise quand je vais venir ici et qu'ensuite les organisateurs décident d'organiser le festival, parce que la relation causale me paraît mal fichue. Voilà. Alors l'engagement, c'était quoi la question ? Est-ce que je suis engagé ? Quelle est la place de l'engagement dans votre vie ? Bah, disons que s'il n'y a pas du tout d'engagement dans votre vie, on passe au suivant. Aujourd'hui, je considère que je suis engagé, mais je ne l'étais pas avant. Et je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Voilà, je faisais de la vulgarisation, comme vous l'avez signalé, mais pour moi, l'objectif était intellectuel, c'est-à-dire que je considérais qu'en physique, notamment en physique quantique, il y a de très belles idées, que tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études de physique, et comme je conçois la République comme un milieu dans lequel les connaissances, notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler librement, sans obstacle idéologique, politique, religieux, j'étais un militant de la diffusion des idées de la science. Quitte à ce que ceux qui ne s'y intéressent pas les délaissent, et sans avoir une conception scolaire de la démocratie. C'est-à-dire quelqu'un qui méprise les sciences, qui ne s'y intéresse pas, n'est pas un moins bon citoyen que quelqu'un qui s'y intéresse. Mais la physique, notamment, donne des occasions de réfléchir, peut même donner des joies intellectuelles qui sont précieuses et qui sont intéressantes à éprouver au moins une fois dans sa vie. Et depuis qu'il y a eu la pandémie, avec une mise en scène de la science et de la recherche dans les médias notamment, qui ne m'a pas complètement
fasciné, je me suis rendu compte que la vulgarisation, en fait, c'est une sorte d'échec relatif. C'est-à-dire, ça ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui ça marche, si vous m'autorisez cette tautologie. Et en fait, il y a toute une partie du public qui s'abreuve à d'autres sources et qui n'a jamais été mise en relation avec un raisonnement scientifique. Et du coup, aujourd'hui, mon engagement dans la vulgarisation, il est politique. Et c'est un engagement politique au sens où je pense qu'on doit tenir compte des leçons qu'on a reçues ces derniers mois pour réfléchir à une nouvelle façon de diffuser les connaissances qui fasse que la culture scientifique en France soit à un meilleur niveau que ce qu'on a pu constater. Il y a, pour finir sur ce point, un rapport que je voudrais citer qui a été publié en octobre 2021 par le Conseil économique et social sous la direction de Daniel Cohen, l'économiste, dont on a parlé un peu hier. Il montre que la confiance dans la science a été stable dans tous les pays européens pendant la pandémie, sauf en France, où elle a perdu 22 points sur 90, des points de pourcentage. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et qui mérite que les scientifiques s'engagent. Moi, j'ai beaucoup de collègues scientifiques qui s'indignent. Ils se contentent de s'indigner. Et je pense que l'indignation n'est plus une attitude qu'on peut aujourd'hui défendre. Soit on s'indigne et on agit, soit on s'indigne et on le fait savoir simplement, sans agir, et à ce moment-là, on n'est pas en cohérence avec à la fois l'exigence morale que cela comporte et puis l'état de la situation. Mon engagement, peut-être on peut peut-être revenir sur qu'est-ce que l'engagement. L'engagement, finalement, c'est décider. Donc il y a une décision et on accepte de sacrifier une partie de sa liberté, de son libre arbitre pour un objectif qui dépasse cette liberté. Et en fait, pour moi, l'engagement, c'est d'abord une manière de vivre. Alors, Hannah Arendt, philosophe allemande, nous dira que le véritable courage et engagement, il est nécessairement public. Moi, j'ai tendance à diverger. Je pense qu'on ne peut être engagé dans sa vie publique que si on est engagé dans sa vie personnelle. Alors, ça se débat, hein, honnêtement, parce qu'on peut être contre. Et finalement, alors je pourrais vous parler de mon engagement, d'ailleurs on en avait discuté pour préparer cette émission. Moi, mon premier engagement politique, alors là je vais rouler les muscles, j'avais 17 ans, j'étais en terminale et j'étais président du comité de soutien à Fréjus-Saint-Raphaël de René Dumont. Vous savez, le candidat... Ça ne nous rajeunit pas. Mais est-ce que c'est un engagement ou une envie? En quoi ma liberté était contrainte? En fait, ce n'était pas un véritable engagement. C'était, c'était aligné à un certain nombre d'actes avec des envies. L'engagement nécessite un coût ou un sacrifice? Peut-être pas un sacrifice. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'engagement, en fait, vous êtes devant une porte. Il y a une porte qui va s'ouvrir et derrière, c'est l'inconnu. Et vous vous dites, quoi qu'il arrive, je vais ouvrir la porte et je vais la fermer derrière moi. Et je ne sais pas où je vais. Et en fait, donc René Dumont, je savais à peu près où j'allais. Je savais qu'il allait être battu aux élections. Je savais que pour draguer les filles dans mon lycée, ça le faisait plutôt bien. En fait, mon véritable engagement, mon premier véritable engagement, comme beaucoup d'entre nous, ça a été le jour où j'ai demandé mon épouse en mariage. Oui, c'est tout con. Je sais, vous faites où? Parce que c'est plus à la mode. Mais non, c'est de l'admiration. c'est plus à la mode, mais c'était pas évident parce qu'elle était allemande, on habitait aux États-Unis, on allait forcément devoir rentrer en France, elle abandonnait un peu sa carrière, etc. C'est un peu la gare de triage. À un moment, tout d'un coup, vous êtes sur des rails et vous savez que le rail d'à côté, vous ne le prendrez plus jamais. Et ça, c'est de l'engagement. Donc elle a dit oui. Elle a dit oui. C'est pour soulager le public. Cédric, pardon, donc vous avez vous-même ouvert la porte de l'engagement en ouvrant la porte de la politique, mais l'engagement... Alors d'abord, en écho à ce que dit le collègue, je vais dire que peut-être mon premier engagement public,
c'est quand j'ai décidé de me présenter à la présidence du bureau des élèves dans mon école. C'était à l'école normale supérieure. Et j'ai été élu président de BDE, chers amis. Ça a d'ailleurs failli être la fin de ma carrière scientifique, parce que ma thèse était censée commencer, mais là, ça a été le coup d'arrêt. J'étais très occupé, très engagé pour le coup, à organiser le bal du bicentenaire, à diriger les clubs, à présider des assemblées générales houleuses qui se terminaient à pas d'heure, après quoi je me faisais jeter dans la fontaine centrale, le bassin aux Ernest, comme on disait, etc. Ma thèse avançait d'autant moins. Il est possible que j'aurais jamais fait ma thèse si on ne m'avait pas fait miroiter à l'époque, si mes professeurs de l'époque ne m'avaient pas fait miroiter un poste d'assistant professeur que je ne pourrais décrocher que si ma thèse avançait bien et qui m'a poussé à me remettre au boulot du jour au lendemain. Je me suis désengagé en ce sens, mais c'était peut-être les graines de ce qui plus tard allait me relancer dans la vie publique. Je vais insister sur le fait que là, je raconte de façon plaisante, ce n'était pas du tout si naturel que ça, au sens où je partais d'un état, si je puis dire, où j'étais censé être le petit garçon, bon élève, timide, celui qui ne se met même pas au premier rang, mais au fond de la classe, où on est sûr que, pour être sûr de ne pas se faire interroger et tout ça, qui fait ses exercices en silence et qui était, pour les élèves, je me souviens de cette fois où on parlait de timidité et tout, et la prof, j'étais au collège, peut-être se retournant vers moi comme étant, bien entendu, connu de tous les gamins comme le modèle de la timidité. Il y a un journaliste qui a fait un article sur moi le jour où j'ai eu une fort bonne note au bac dans la presse locale, et c'était marqué, Cédric, monument humain à la gloire de la timidité. C'était tel quel, c'était marqué. Bon. C'était en 90, et 4 ans plus tard, j'étais président de B2. Donc il y a eu entre les deux quelque chose qui s'est changé, en particulier le fait que j'avais changé d'environnement, que j'étais devenu parti monté à Paris, comme on dit, devenu interne, dans une autre atmosphère, autre environnement. Le fait de me retrouver entouré de jeunes qui, en classe prépa, qui, comme moi, étaient motivés, focus sur leurs études et tout ça, de me trouver beaucoup plus d'affinité, ça avait joué dans cette évolution. Mais je dirais, avant l'engagement, il y a bien sûr le fait d'être dans les circonstances qui vont vous permettre ou pas de vous engager, dans l'état d'esprit. Rappelons que engagement, c'est un terme qui a un sens précis en jargon militaire. L'engagement, ce sont les toutes premières opérations. Quand vous vous lancez, quand il va y avoir la première salve, le premier coup de feu ou quelque chose comme ça. Et on va dire aussi que dans mon expérience, l'engagement, il y a 2 phases qui sont critiques. La première, c'est au tout début. Est-ce que je me lance ou pas? Et où le gros du travail, il est psychologique souvent et en amont. Est-ce que je vais oser le faire ou pas? Candidater, ou rendre telle décision publique, ou écrire, ou dire publiquement qu'un tel n'aurait pas dû faire ça. Et puis la deuxième phase critique, c'est le travail dans la durée. Le fait que, face aux éléments contraires, vous vous obstiniez. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer. Mais je vais vous dire que dans ma carrière scientifique, j'ai connu ça de façon très forte. Oser se lancer dans un problème, et par exemple un problème qui est si difficile que d'autres avant vous, des bien plus célèbres, s'y sont cassés les dents, ou oser vous lancer sur un truc qui va vous occuper pendant des mois, voire des années, sans savoir si c'est le problème qu'il vous faut, sont à chaque fois des prises de risque, et continuer dans la durée. Et à chaque fois dans ma carrière scientifique, la faculté de m'obséder pour un problème dans lequel j'étais a joué un rôle clé. Ce sont des choses dans lesquelles vous vous mettez en danger d'une certaine façon. Pas publiquement forcément, mais vous pouvez mettre parfois en danger votre vie privée ou votre carrière, littéralement. Vous vous retrouvez en disant, tenez, par exemple, ça m'est arrivé en 2005, on me commande un cours pour une école d'été assez prestigieuse, à une époque où d'ailleurs j'étais un peu déprimé, où ça m'a relancé. Je me dis, allez, je vais y consacrer 3 mois et ça va faire 100 pages et après je passe à autre chose. M'a pris 3 ans et demi. Faisait 1000 pages. J'avais dispensé mes cours depuis 3 ans déjà quand le bouquin est paru finalement. Ouais. Et plusieurs fois, en même temps que j'écrivais ça, je me disais, mais là, je suis en train de gâcher Est-ce que je ne suis pas en train de gâcher le peu de temps qui me reste avant de pouvoir décrocher les grandes récompenses internationales et que je m'acharne sur ce cours? Est-ce qu'il ne faut pas que je passe à autre chose? Et à chaque fois, non, c'est trop important, je suis dedans, je n'abandonne pas le cours. Ça allait très loin. Vous vous souvenez peut-être de cette scène dans un des films de Cédric Clapiche où le héros va s'enfermer dans les toilettes du train pour terminer le manuscrit sur lequel il est complètement focus. Je l'ai fait littéralement, ça m'est arrivé bien avant que ce film sorte.
pas possible, j'ai une panne de batterie, vite aux toilettes, il me faut brancher l'ordinateur, je ne peux pas vivre sans continuer mon bouquin. Ça m'est arrivé de me retrouver en train d'aller prendre l'avion, à l'époque où je prenais encore l'avion, pour aller dans un colloque, et j'arrive devant l'avion et je me dis, mais bon sang, j'ai oublié de faire la sauvegarde de mon bouquin sur lequel je travaille toute la journée. Si jamais j'ai un crash, les gens ne pourront jamais reconstituer le bouquin tel qu'il aurait dû être. Mais je suis trop bête. Donc ça a envahi. Il y a cette façon de devenir le problème, d'être tout entier dans ce que vous voulez résoudre, qui est certainement inséparable des formes d'engagement, que ce soit en recherche ou en politique. Donc je note que l'engagement n'est pas toujours austère, en tout cas c'est ce que je retiens de votre expérience au BDE, mais je note quand même que l'engagement peut être une forme d'invasion et une forme nécessairement illimitée. Alors je reviens du coup à ma question d'ordre général. Est-ce que vous considérez, messieurs, que notre société est marquée par un recul de l'engagement, ou est-ce qu'au contraire vous contestez cette idée ? Moi, je ne suis pas du tout compétent pour répondre à cette question. Simplement, il me semble qu'on ne peut pas dire qu'il y ait moins d'engagement qu'avant. Enfin, il faudrait le mesurer selon des critères bien définis. Moi, j'habite à côté de la place d'Enfer-Rochereau à Paris, où commencent ou bien se terminent beaucoup de manifestations. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'engagements. Ce que je remarque, c'est que les engagements que j'observe sont des engagements sectoriels. Et ça fait penser à une page, même un chapitre de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, dans lequel il explique que le plus grand risque pour la démocratie, ce ne sont pas les salons mondains où on discute, où on se dispute, c'est ce qu'il appelle les petites sociétés, qui rassemblent des gens qui sont d'accord, qui partagent les mêmes valeurs, qui s'abreuvent aux mêmes sources. Et il me semble que le numérique aujourd'hui permet la constitution de petites sociétés, c'est-à-dire qu'en quelques clics, chacun d'entre nous peut bâtir sa communauté numérique qui va rassembler des gens qu'il ne connaît pas, mais qui pensent comme lui, croient comme lui, etc. Et les algorithmes vont abreuver cette communauté en articles, vidéos, qui vont dans le sens de ce que les gens croient. Et donc, on sera là soumis à des biais de confirmation. Et donc, par exemple, on observe que les jeunes votent moins que la moyenne. C'était vrai notamment pour les élections départementales. Hélas, oui. Pour certains profils, c'est fatal en politique. Oui, pour plagier quelqu'un d'autre, si tu avais eu plus de voix, tu aurais été élu, c'est ça ? On s'expliquera après la conférence, Étienne, tu vas voir. On va être sérieux quand même. Pas tant que ça, c'est pas obligé. Non mais voilà, les jeunes votent moins. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins engagés ? Autrement dit, moi j'ai l'impression que Tocqueville avait raison, c'est-à-dire qu'ils s'engagent plus pour des causes sectorielles. Et s'engageant pour des causes sectorielles, ils pensent que les valeurs qu'ils défendent sont plus importantes que les valeurs du contrat social. Donc typiquement, je suis engagé, donc je ne vote pas. Je n'ai pas besoin de voter puisque je suis engagé. Et ça me paraît être un truc qu'il faut interroger. Et puis vous parlez des intellectuels. Est-ce qu'il y a des intellectuels engagés comme avant ? Moi, mon intellectuel, qui est un mathématicien, d'ailleurs que Cédric connaît bien, c'est Jean Cavaillès, c'est ma référence. Jean Cavaillès, grand mathématicien, philosophe des mathématiques, s'est engagé dans la résistance tout de suite. Et il ne dit pas que c'est une affaire de libre arbitre. Il s'engage parce qu'il est spinoziste. Et donc il pense qu'on est complètement mené. Et on n'a pas à discuter, il n'y a pas de choix. Les Allemands sont là, on s'engage. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Il s'est engagé, dit-il, par logique. Et donc, mais il n'a pas écrit une seule ligne sur l'engagement. Il a été troué de 12 balles dans la peau par les nazis, mais il n'a jamais écrit une ligne sur l'engagement, contrairement à d'autres qui ont écrit beaucoup de lignes sur l'engagement adossées au poêle du café de Flore. Voilà. Et donc, quand Cédric parle d'obsession, avec l'idée qu'il choisit de s'engager et ensuite il est obsédé par son sujet, moi je me demande si la relation causale n'est pas dans l'autre sens. C'est une sorte d'obsession qu'on a, sans trop savoir d'où elle vient, qui détermine son engagement. C'est la grande question. En fait, il y a un lien direct entre l'engagement et le courage. Alors, la grande question, c'est, vous savez, il y a des livres qui ont été écrits sur la fin du courage, Cynthia Fleury, le déclin du courage, Solzhenitsyn, ou même Tocqueville, pour revenir plus en arrière. Moi, je ne pense pas. Je pense que le courage, c'est quelque chose, comme l'engagement, c'est quelque chose
face à une injustice, face à une peur, face à un manque quelque part. Et ça, c'est lié à l'humanité. Des peurs, il y en aura tant qu'il y aura l'humanité. Et donc, l'engagement, eh bien, l'engagement, il change. C'est vrai que notre génération, quand on voit les jeunes qui ne votent pas, etc., on dit petit con, incapable de s'engager. Mais eux, ils nous regardent avec un œil très sévère et ils disent mais votre engagement, bande de vieux cons, à quoi il a servi? Et donc, les jeunes sont tout à fait aussi engagés qu'aujourd'hui. Je pourrais rentrer dans la vie, dans le vieux refrain, les jeunes consuméristes, etc., individualistes. Oui, c'est sans doute un peu vrai. Mais l'engagement, il est encore là. Je pense à quelque chose. Pour moi, un de mes modèles de personnes engagées, c'est Albert Camus. Pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, Albert Camus s'est fait traiter de tous les noms par les ultras des deux côtés. Par les partisans de l'Afrique, de l'Algérie française, évidemment, mais aussi par Sartre qui l'a descendu en flammes. Et le courage de Camus, c'était quoi? C'était pas de s'engager dans un parti stalinien, c'était de dire la vérité et de rester dans la complexité et la nuance. Alors c'est sûr, vous auriez demandé à Sartre, est-ce que Camus est un homme engagé? Sartre vous aurait dit, mais bon, vous rigolez ou quoi? C'est un petit bourgeois, un petit joueur. Pour moi, c'est un modèle d'engagement, justement, d'être un petit joueur et de respecter la vérité dans une époque très complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, l'engagement et le courage, et ça revient à ce que tu as dit, de ne pas être, de prendre la complexité du problème dans son ensemble et de ne pas être un partisan. On pourra discuter d'ailleurs de la différence entre le partisan, le militant et de l'homme engagé. Mais moi, je pense que l'homme engagé, justement, c'est pas un partisan. Effectivement, j'ai des questions là-dessus. Cavaillès, Camus, Cédric, vous, est-ce que vous avez une figure d'engagement qui vous inspire particulièrement? Et je reviens à ma question, est-ce que pour vous, l'engagement recule ou pas? Alors, d'abord, sans surprise, enfin, une grande figure d'engagement importante aujourd'hui, à notre époque, et qui montre qu'il y a des jeunes qui s'engagent, c'est Greta Thunberg, et je le dis absolument avec la plus grande admiration. Ensuite, la question de l'engagement, est-ce que la société s'engage, elle dépend tellement des circonstances, de la culture, de ce qui se passe. On a vu comment l'arrivée du Covid et des confinements et tout ça en 2020 a coupé les jambes de plein de mouvements militants et d'une façon qui était absolument désolante, qui, pour la société, est au moins aussi grave que la question purement sanitaire n'était. Quand vous posez une des questions qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour votre pays, genre la guerre, vous la posez à travers l'Europe, les réponses varient énormément d'un pays à un autre. En numéro 1, qui a une idée de quel est le pays dans lequel les gens sont le plus prêts à s'engager pour défendre leur pays en Europe? Alors, Suisse est très haut, mais encore plus haut que la Suisse. Il y a la Finlande. Finlande avec un taux d'engagement, c'est genre 80%, c'est quelque chose comme ça. Alors évidemment, avec une histoire, avec le voisinage de la Russie qui était l'envahisseur, avec une culture, etc., avec déjà l'habitude de se battre contre des éléments compliqués, etc. Plus bas de toute l'Europe, c'est les Pays-Bas. France est quelque part au milieu entre les deux. Et on varie là de genre 80% à genre 15%. C'est phénoménal comme variation. On ne peut pas traiter la jeunesse ou la société occidentale comme un tout. On voit qu'il y a ces variations considérables. Et le fait d'être conscient ou d'être en lien avec les uns et les autres, c'est quelque chose aussi qui forcément change notre façon de faire. Il y a quelques semaines, j'étais à Albach, dans le Tyrol, dans le Forum de la construction européenne qui se tient chaque année sans discontinuer depuis 1945. Je fais partie, en bon fédéraliste, je fais partie de leur conseil scientifique. Et le fait d'être au contact de jeunes militants, engagés, curieux et tout ça, parce que la majorité du public, c'est des étudiants. Vous y croisez aussi des commissaires européens, des ministres des Affaires étrangères de ci ou ça, des banquiers, des entrepreneurs et tout. Le fait d'être au contact de ces jeunes venant de toute l'Europe, et en particulier Europe centrale, Europe de l'Est, qu'on a moins l'habitude de voir ici, est quelque chose qui est extrêmement inspirant par rapport à cette question de l'engagement et qui vous montre en tout cas que ce n'est pas uniformément mort. À titre personnel,
Tout à l'heure, tu évoquais ma campagne à la mairie de Paris. Pour moi, le plus remarquable dans cette campagne, au-delà de ce que j'ai pu faire, parfois inspiré, parfois pas inspiré, c'était le fait qu'il y avait des centaines de militants qui s'étaient engagés derrière ma candidature. Une campagne à Paris, il faut trouver tous les candidats à être conseillers de Paris dans tous les arrondissements, plus tous les militants. C'était vraiment des centaines de personnes qui, pour le coup, donnaient sans rien attendre en retour de leur temps, de l'énergie, du temps de tractage, etc. Convaincus que soutenir un scientifique s'engageant en politique, c'était quelque chose qui méritait qu'ils y mettent de l'engagement. Pour certains, c'était pire que ne rien attendre en retour. Ils savaient qu'en faisant ça, ils s'exposaient à être exclus de leur parti. Donc il y avait là ce genre d'expérience. Ça vous montre que l'engagement, même s'il est en baisse parfois, il peut toujours revenir parfois pour un petit ou un grand truc, pour quelque chose de local ou quelque chose de global. Dernier truc que je voulais dire, pour rebondir sur ce que disait Étienne, est-ce que ce n'est pas l'obsession qui fait qu'on va ensuite prendre telle ou telle piste? C'est vrai, c'est un peu des deux. Ou alors il y a une obsession qui est latente, qui attend une occasion pour se manifester et se lancer. Mais les occasions, je vais insister sur le fait à quel point les occasions sont importantes. Vous savez, tu sais Étienne, au début, je ne voulais pas devenir député. En 2016, quand les gens de En Marche, que je connaissais bien et avec qui j'étais à l'époque en soutien, m'approchent pour me demander est-ce que tu veux candidater, est-ce que tu serais intéressé à être candidat à député, j'aurais dit non. Je suis occupé avec l'Institut Henri Poincaré, c'est tout un grand projet et c'est les collègues en question qui ont fait fuiter à la presse une fausse nouvelle, comme ça arrive fréquemment en politique, prêcher le faux pour savoir le vrai, comme on dit. Et puis j'apprends dans le journal que je suis candidat. Évidemment, c'était faux. Bon. La première fois, je laisse tomber en me disant c'est rien, c'est les journalistes, tout ça, ça va passer, tout ça. Bon. Mais après, ça revient. Et ça revient à un moment très tendu dans l'élection où les sondages disent ceci, cela, Fillon, Macron, c'est plus trop. Enfin bon. Et puis là, ça revient à un moment qui est tellement tendu que j'ose rien dire. Et puis, il y a mes SMS qui commencent à venir sur ma boîte. Je commence à faire le mort. Il y a les messages qui arrivent des collègues qui me disent « Bravo pour ton engagement ». Ah ouais, vraiment, bon, ok. Voilà, je commence à y réfléchir, tu vois. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un filon à creuser? Peut-être qu'il y a une attente. Je demande à mon collègue Jean-Pierre Bourguignon, très engagé au niveau européen, qui était président du European Research Council, que j'avais connu quand lui était directeur d'IHS. Je lui demande qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Donne-moi des conseils. Son conseil est très clair. Surtout ne t'engage pas là-dedans. Surtout ne pars pas en politique. Ne deviens pas député. Tu vas perdre ton temps. Tu vas te griller. Tu vas perdre de la crédibilité auprès des collègues, etc. Il me donne toutes les raisons pour lesquelles je ne dois pas le faire. Je laisse passer une nuit. Je réfléchis et je me dis bon, j'y vais. Parce que, tu vois, j'avais analysé toutes les raisons qu'il m'avait données. En mon âme et conscience, je voyais que ce n'étaient pas des bonnes raisons, en tout cas que je les jugeais pas bonnes. Donc, c'est l'un de ces exemples où le fait de demander conseil, le fait de voir matérialiser les raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire, finalement, m'a lancé dans l'aventure. Les circonstances, hein. Mais je pourrais donner un exemple encore plus avant. Directeur d'institut, quand j'étais directeur d'Institut Poincaré, je suis arrivé sans trop savoir quel allait être mon projet, hein, de directeur. Bah, j'avais des trucs et ci et ça. Mon grand projet, ça a été, sur mon mandat, ça a duré 8 ans peut-être, ça a été récupérer pour l'Institut Poincaré le bâtiment de l'Institut de chimie physique voisin, l'Institut de Jean Perrin, institut qu'Étienne connaît bien, c'est là où, institut où, entre autres curiosités, Albert Einstein a rencontré Paul Valéry, institut qui a été l'institut de Jean Perrin, celui qui a installé en France l'histoire des atomes, avec une grande histoire scientifique, un bâtiment qui allait se libérer, et un bâtiment que je me suis acharné à récupérer au profit de l'Institut pour l'agrandir, pour y placer un musée mathématique, un espace d'interaction, pour avoir davantage de place pour les chercheurs. J'ai dû récupérer des millions et des millions là-dessus. Vraiment, ça a été l'obsession pendant mon mandat. En début de mandat, j'y pensais pas du tout. Et il s'est trouvé que un jour où je m'étais engueulé avec les sociétés savantes qui étaient installées dans l'Institut, où je trouvais qu'elles prenaient trop de place, où j'avais intrigué avec le conseil d'administration pour augmenter leur loyer, pour les inciter à partir, ce qu'elles ne voulaient pas du tout. Bon, enfin bref, le grand clash. Et là, je me dis, mais quand même, on ne pourrait pas leur trouver une place ailleurs ou quelque chose. Et là, il y a un ancien administrateur de l'Institut qui me dit, ah oui, mais tu sais, il y a un bâtiment qui va bientôt se libérer, peut-être dans quelques années. Quoi, comment? Un bâtiment qui se libère où? Ben, juste à côté, le bâtiment voisin, là.
Oh là là! Sans le savoir, le gars m'avait donné la clé de ce qui allait être le combat. Et au début, on se disait, on va sécuriser, ça serait bien de sécuriser 2-3 bureaux dans ce bâtiment, jusqu'à, non, finalement, il faut tout le bâtiment et ça va être le grand projet et tout ça. Une sorte d'opportunisme en quelque sorte. Mais finalement, ça a été mon obsession, mon engagement, parce que pour avoir le bâtiment, il a fallu s'engueuler avec tel ou tel, aller parler à tel ministre, tel conseiller de président de la République, prendre des risques en un sens. Mais s'il n'y avait pas eu cette occasion, arrivée quasiment par hasard, ça ne se serait pas passé. L'engagement est aussi un opportunisme. Vous racontez donc effectivement votre engagement politique. Vous, Étienne, question peut-être indiscrète, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ou est-ce qu'on vous l'a déjà posée? Est-ce que vous avez été sollicité pour une forme d'engagement politique à un moment ou à un autre? Alors moi, je n'ai pas été sollicité, mais j'ai soutenu Cédric Villani. J'ai tracté, j'ai tenté de convaincre pour la mairie de Paris. Il est le seul à avoir vraiment travaillé parmi les candidats. Il ne l'a pas dit, mais tous les vendredis soirs, je crois, il se pointait à un endroit de Paris. Et il y passait 24 heures pour voir comment ils vivaient les gens à toutes les heures du jour et de la nuit. Ah, c'était des cycles de 24 heures. Ça commençait c'était quoi? Il est 5 heures, Paris s'éveille, en hommage à la chanson de Dutronc. Ça commençait à 5 heures du matin et ça se finissait à 5 heures le lendemain. Et donc, pendant ça, on avait c'était pas seulement un seul endroit, c'était tout un trajet pendant lequel on rencontrait plein de monde, etc., pour bosser le dossier sur place en profondeur. Et une des raisons, outre le fait que son programme me plaisait, c'était que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de scientifiques qui s'indignent de ce que le niveau scientifique des hommes politiques est plutôt bas. Mais la vraie question, c'est plutôt pourquoi il n'y a pas de scientifiques qui font de la politique. Pourquoi, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus aucun député qui soit scientifique? Et donc, c'est plutôt ça qu'il faut interroger, plutôt que passivement déplorer le fait que leur niveau ne soit pas extraordinaire. Serait-ce de nature à, je complète juste ma question, serait-ce de nature à vous tenter un jour de tenter l'aventure? Bon, je ne vais pas faire une sorte d'outing là. Le tweet est prêt, déjà, attention. Bon, alors, je vais attendez. Attends. Je vais faire comme mon maître. Je vais d'abord attendre de lire le tweet. Gérard, on évoquait tout à l'heure la différence qu'il pouvait y avoir entre l'engagement et le militantisme, puisqu'on parle de politique. Éclairez-nous sur ce qui pourrait distinguer le militant de l'engagé, sachant qu'aujourd'hui le militantisme a nettement moins bonne presse qu'autrefois. Avant il était valorisé, aujourd'hui il est pour partie discrédité, l'esprit militant, alors que l'engagement continue d'être sacralisé. Alors je vais vous raconter une anecdote pour illustrer mon propos. Donc, je vous ai laissé, quand j'étais donc président du comité de soutien de René Dumont à 17 ans, et je reviens 3 ans après, et je prends ma carte au Parti socialiste. Giscard est président, tout à fait. C'est ça. Et donc j'étais, alors c'était drôle parce que je faisais mon service militaire, mais en même temps j'ai pris ma carte au Parti socialiste. Alors, ma culture politique était nulle, quasiment nulle. Et mon truc, c'était toujours la défense de l'environnement. J'étais obsédé par ça, parce que j'habitais Saint-Raphaël. Et je voyais la côte se bétonner, les gens faire des affaires, enfin des trucs effroyables. Et j'avais envie de lutter contre ça. Bref. Et je pensais que le Parti socialiste était très bien. Alors, la première chose, donc je m'engage, comme on peut s'engager à 20 ans. Et puis la première chose qu'on me dit, OK, bon, c'est bien, mais alors, quel courant ? À 20 ans, c'est quoi les courants? Ben, t'as le CRS avec Chevènement, t'as Rocard. Moi, je connaissais rien. Je dis, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'ils défendent? On s'en fout. Mais tu vois, ton prof de physique, ton ancien prof de physique, il est au CRS. Ah, je dis, bah, le CRS, ça me va très bien. Et donc, j'ai milité au CRS, au Parti socialiste. Et puis, sont arrivées les élections législatives de 1978 de mémoire. Alors le problème, c'était de savoir qui allait être le candidat du Parti socialiste pour Fréjus-Saint-Raphaël. Alors le truc, pour être sûr que mon candidat, donc du CRS, passe devant le candidat rocardien que l'on haïssait, évidemment. Pour les plus jeunes de l'assistance, le CRS, c'était l'aile gauche du PS à l'époque. Voilà. Alors quand on connaît mon parcours, c'est un peu rigolo quand même. Mais bon, bref. Et donc,
Autour des villages derrière Fréjus-Saint-Raphaël, Bagnols-en-Forêt, Saint-Paul-en-Forêt, etc., on faisait le tour des camps de harkis. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des camps de harkis. Et on leur disait, écoute, si tu prends la carte du Parti socialiste, c'est quand même vraiment bien, etc. Et donc, on vendait nos cartes. Et après, en fonction du nombre de cartes, eh bien, on avait plus de chances d'être élu. Donc, voilà ma période militante. C'est pour ça que je préfère l'engagement, quand même. De ce point de vue-là, quand on lit la presse et qu'on voit que le parti Les Républicains a son congrès dans quelques semaines, on lit en tout cas dans la presse que les candidats déclarés s'emploient à ramasser un maximum de cartes. Donc manifestement, en fait, ces pratiques-là continuent en tout cas d'exister dans la façon de structurer la vie d'un parti politique. C'est une vieille habitude. Mais alors vous voyez, le militantisme, en plus, le militant, il est un peu aveugle, il met des œillères et puis ça ne dure pas très longtemps. Alors moi, j'ai rendu ma carte du Parti socialiste, je ne me rappelle plus, c'est 2-3 ans après. Parce qu'un jour, j'ai vu à la télé François Mitterrand, qui allait être bientôt élu, qui avait dit, à propos de la Moco Cadiz, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait dit, mais si le Parti socialiste avait été au gouvernement, ça ne se serait jamais passé comme ça. Et là, j'ai trouvé qu'il poussait quand même le bouchon un peu loin. Et donc, ça a été la fin de ma période militante, et je préfère être engagé. Alors, quelle est la différence ? Le militant accepte d'être aveugle, accepte d'avoir des œillères. Il accepte de mettre un voile sur sa lucidité. Et la lucidité, c'est la première condition du courage. Celui qui n'est pas lucide, il n'y a pas de courage. L'aveugle qui court le long d'une falaise, il n'est pas courageux, il est aveugle ou fou. Il n'est pas lucide. Moi, je préfère la lucidité. Et le courage, justement, c'est un courage froid. Et alors, je rebondis sur ce que vous dites. Quid de l'engagement au service d'une cause qui paraît à toute autre personne injuste, une fausse cause? Je pense trivialement au terroriste kamikaze. Celui qui, alors, est-il fou et donc pas du tout courageux? Peut-on parler d'engagement? Ou même aujourd'hui, on voit des images de guerre. Je ne parle même pas des mercenaires de Wagner, mais est-ce que les conscrits russes qui font preuve de courage manifestement, pour le compte d'une cause que beaucoup contestent, sont-ils engagés ou pas engagés? Combien d'heures Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le courage. Et en gros, allez, on va résumer 2500 ans de philosophie sur le courage en 4 mots. 1, la lucidité. D'accord? Ça vient de chez Platon. En gros, Platon dit, si vous avez la lucidité, si vous avez les connaissances, vous êtes nécessairement courageux. À voir, tout le monde n'est pas d'accord. Le 2, là, on pourrait remonter à Homère, c'est l'élan, la force, l'énergie. On va voir que ce n'est pas si simple. Le 3, c'est l'obsession de Cédric, c'est la persévérance. On va jusqu'au bout, on est un peu dans l'effet tunnel, on va jusqu'au bout. Puis la 4e dimension, et là ça se discute, c'est la vertu. On fait pour le bien. Alors vous allez me dire, oui, mais le bien de qui? Vous avez un philosophe américain qui s'appelait Walton, qui a écrit sur le courage à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Walton dit, je dénie à tout Waffen-SS toute forme de courage, parce qu'il ne peut pas être vertueux. Alors, Walton a raison depuis Washington, mais le camarade de Chambray de ce Waffen-SS qui a été sauvé par un acte courageux de son camarade aura sans doute une opinion différente. Mais ce qui est intéressant dans ces 4 dimensions, c'est qu'on peut très difficilement être très lucide et garder son élan. Et en fait, dans l'engagement et dans le courage, il faut sacrifier, c'est ce que je disais un peu en introduction, il faut sacrifier un peu de sa lucidité, un peu de sa liberté pour un bien supérieur. Est-ce que le philosophe qui est à ma droite veut compléter? Moi, à entendre ce qui se dit là, je trouve que c'est vraiment une question très très compliquée, quoi. L'engagement, ça suppose une prise de risque, mais sans doute ne peut-on pas échapper à son engagement quand il est mu par un élan trop fort, par exemple. On ne peut pas s'en empêcher. Et donc, ce n'est pas le résultat d'un calcul, c'est une sorte de dynamique propre qui nous pousse à nous engager, peut-être parfois à nous aveugler. Je pense que pour s'engager, il faut quand même un peu simplifier la situation. Parce que si on tient compte de la complexité, alors on est presque paralysé par elle, et l'engagement suppose quand même de faire des hypothèses et peut-être de simplifier les choses pour trouver un axe permettant de les affronter. Et on parlait de militance. Moi, je trouve que sur les débats, par exemple, qui sont des débats importants d'aujourd'hui, les débats sur l'écologie, les débats sur l'énergie, regardez, prenez la question de l'énergie aujourd'hui, et je ne parle pas simplement de la guerre en Ukraine et du problème du gaz russe.
la question de l'énergie, en tenant compte des contraintes qui viennent du climat. Ça, c'est un problème d'une complexité absolument effroyable. Et ce que j'observe, c'est que, au lieu d'affronter cette complexité, même de la mettre en débat, d'aucuns prétendent la régler à coups de tweets. Comme si le problème était simple. Je suis pour, je suis contre, etc. Et donc, il y a énormément de militance, mais il y a très peu de compétences. Et la décorrélation entre la militance et la compétence, ça m'inquiète. Et je tiens à préciser que quand je parle de militance, c'est pro ou anti. Par exemple, chacun d'entre nous voit que, à propos de telle ou telle forme d'énergie, on va dire je suis pour ou contre. Et il semble que le fait de trancher la question, pour ou contre, dédouane de l'obligation de s'instruire. Donc à partir du moment où j'ai dit que j'étais pour, j'ai plus besoin d'étayer ou d'argumenter. À partir du moment où j'ai dit que j'étais contre, pareil, j'ai plus besoin d'argumenter. Et ça empêche le débat, puisque les énergies sont jugées à partir de leur halo symbolique, et non pas du tout à partir de la connaissance objective de ce qu'elles sont et des contraintes qui pèsent sur elles. Et je trouve que, du coup, il y a une forme de militance qui se fait à bon compte. Et je trouve aussi que les gens compétents sont en général des gens modérés. Et du coup, ils s'engagent modérément. Et peut-être que la solution, ce serait que les gens compétents et modérés s'engagent sans modération. Cédric, est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous êtes modéré? Enfin, racontez-nous. Il est certain que la politique, sur certains sujets, m'a amené à passer d'une position modérée à position tranchée. Mais très clairement, des dossiers sur lesquels je pensais on va trouver le consensus, ceci, cela, maintenant je dis pas hésiter, tac, 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 tac. Et en dégommant encore hier, il y avait à l'Académie des sciences, il y avait un intervenant du groupe Lafarge qui parlait du bonheur du béton et de l'importance pour l'humanité de continuité du béton, etc. Et de combien c'était indispensable et combien même il y avait un droit imprescriptible, ils étaient deux en fait, de chaque humain à avoir ses tonnes de béton et qu'on devait accepter et respecter ça. Je suis rentré dedans, mais avec du recul, en y repensant aujourd'hui, je pense que j'aurais dû rentrer dedans encore bien plus violemment. Ce sont des choses que j'aurais jamais faites il y a 5 ans. Pardonnez-moi, Cédric, mais vous avez fait en fait le chemin inverse de beaucoup de gouvernants qui arrivent au pouvoir avec une forme de radicalité et qui en sortent effectivement avec davantage de modération. Vous avez plutôt fait le chemin inverse. Mais attention, j'étais dans du parlementaire, pas de l'exécutif. C'est fort différent. Et le boulot d'un parlementaire, justement, c'est de parler et d'arriver à exposer clairement, avec conviction, les idées pour lesquelles il s'engage. Évidemment, il y a avec l'action des formes de compromis qui doivent toujours se faire, c'est presque naturel, mais les uns et les autres, on en a besoin. Et comme je dis souvent aussi, s'il n'y a pas des gens pour défendre les positions, vous appelez ça tranché, dur, radical, ce que vous voulez, très clair, il n'y aura pas de compromis qui se fera. S'il s'agit de changer la marche des choses en particulier, s'il n'y a pas des gens qui prennent la parole pour appeler à une transformation radicale, forte, même la transition modérée, elle ne pourra pas se faire. Il y a cet ensemble. Alors, je vais dire qu'une des surprises que j'ai vues dans le monde politique, c'est à quel point la peur est présente partout. Et même, c'est organisé d'une façon qui cultive la peur. Quand on vous dit ouais, attention, si tu dis ça, tel va se fâcher, oh là là, la carrière et tout, elle va suivre et tout. Je l'ai vu peut-être de la façon, je l'ai vu en plusieurs occasions, mais par exemple, ça m'est arrivé de voir en débat, en hémicycle, du simple fait qu'arrivait le conseiller de l'Élysée dont on sentait bien qu'il n'était pas d'accord avec la position qu'avaient pris certains d'entre nous, qu'on allait débattre et tout ça. J'ai vu quelqu'un à côté de moi qui avait été membre d'un gouvernement précédent, qui était parlementaire, se tourner vers moi en me disant « ils vont nous broyer et partir se réfugier aux toilettes pour éviter d'être dans l'hémicycle au moment du vote ». Ce genre de comportement, il est entretenu par toute une atmosphère.
sans arrêt de culture de parti, attention, mais si ça... je l'ai vu quand on a créé notre groupe dissident, si je puis dire, qu'en 2020, avec un certain nombre d'ex-marcheurs, on se dit le compte n'y est pas, sur l'écologie et le social, on va créer notre groupe écologie, démocratie, solidarité. C'était préparé pas mal de temps à l'avance. On devait être une trentaine ou quelque chose comme ça. Évidemment, ça a fuité vers le groupe majoritaire qui a fait ce qui aurait fait n'importe quel groupe, essayer de tuer cette rébellion dans l'œuf. Et qu'il a fait de façon très experte, avec les uns en recevant des petits coups de fil de tel membre du gouvernement, leur disant « mais arrête, tu fous ta carrière en l'air, justement on pensait à toi pour le prochain remaniement, ne va pas avec ces fous, etc. » Aux autres, on leur tape dessus, etc. Bon, de sorte, et puis des articles dans la presse et tout, de 30 volontaires, on est passé à 25, puis etc., puis 22, puis 20. Le jour, la veille du jour qu'on avait décidé pour faire la conférence de presse d'annonce, on n'était plus que 19. Mais 19, c'est suffisant pour faire un groupe parlementaire. 15 suffisent. On se compte, on se recompte, on se dit, ouais, on l'a fait, on sort le champagne. Le soir même, il y en a 2 qui ont fait un malaise. Ils sont dans un cas, il a fallu appeler les pompiers, tout ça. Genre, désolé les gars, je peux pas. On était 17. 17, c'était encore ça. On a tenu 6 mois avant que quelques défections, pour telle ou telle raison, nous mènent en dessous du seuil. Ça a été un moment très important dans ma carrière politique. Pouvoir porter les sujets, c'est là que j'ai pu porter ma proposition de loi sur les animaux, qui a, avec de l'impact médiatique et tout ça. Mais ce fait de voir le climat et les gens qui n'étaient pas des gens peureux, qui se sont lancés en politique déjà, mais dans une telle ambiance et se décourager devant l'obstacle, ça fait réfléchir. Alors, je vais citer Churchill, puisque les collègues, là, ils ont cité plein de belles références. Churchill, le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler, c'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. Gérard, vous parliez tout à l'heure du lien entre le courage et l'engagement. Est-ce que la peur, dont Cédric vient de parler, est-ce que la peur est nécessairement un frein à l'engagement ou pas? Bah, évidemment. La peur, c'est la plus puissante des émotions. Hein, elle prime même sur les besoins primaires. Donc, la peur, c'est le courage. Enfin, moi, je fais un peu un lien quand même entre engagement et courage, parce qu'effectivement, être extra-lucide, etc., oui, certes, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et se dire qu'on est prêt à payer les pots cassés, on est prêt à ce que la porte derrière, elle soit fermée, et puis on est prêt à affronter l'inconnu. Donc c'est tout ça, l'engagement. Donc il faut une forme de courage. Alors le problème du courage, c'est que son périmètre, il est très large. Vous avez le courage physique, hein, de l'alpiniste, que l'on connaît bien. Vous avez le courage social un peu moins évident, là on en parle, c'est le courage de se dresser contre son groupe, finalement, et c'est souvent moins évident. Et puis le dernier courage, pour moi, c'est celui qui compte, c'est celui, d'ailleurs, pour ça je suis assez d'accord avec Napoléon Bonaparte, qui disait le véritable courage, c'est celui de 3 heures du matin. Parce que là, il n'y a personne, on est face à soi, et finalement, c'est le courage face à ses propres démons. Donc oui, la peur, oui, mais pas que. Pas que, ça peut être le courage par rapport à la timidité. Je pense que, par exemple, Cédric, il s'est bien soigné. C'est les autres qui m'ont soigné, même sans s'en rendre compte, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'est fait. Et souvent, d'ailleurs, quand j'écris mon bouquin sur le courage, mon éditrice me disait « Mais Gérard, dans le premier chapitre, tu dois définir le courage. » Je lui dis, tu rigoles, quoi. Je dis, il y a 2500 ans de philosophes qui se sont battus pour... Et puis finalement, à force de... Alors, je vous fais une confidence. En plus, je ne sais pas si vous avez vu le Dauphiné libéré d'hier, qui s'ouvrait sur la photo de Max Blasco, qui est un commando montagne qui est mort au Mali il y a 1 an exactement. Et dans mes recherches sur le courage, j'avais longuement rencontré Max, qui n'était pas un philosophe. À l'origine, il était pâtissier, il s'est engagé à 25 ans. Et il m'avait dit quelque chose qui m'a frappé. À mon avis, c'est une des meilleures définitions du courage. Il m'avait dit, le courage, c'est faire quelque chose contre nature. Alors après, je modérerai un peu, pour le bien d'autrui. Alors, j'ai repris sa définition que je trouve excellente et je l'ai adaptée. Pour moi, c'est forcer sa nature pour un noble objectif.
Et la nature, ça peut être la timidité, mais évidemment, c'est la peur, la plus puissante des émotions. Me vient presque davantage une réflexion, en l'occurrence une question, mais Étienne évoquait le risque comme une notion inhérente à l'engagement. Vous parlez du courage par rapport à la peur. Je pense à une expérience d'engagement que nous avons tous eu en commun. Et c'est rare d'ailleurs que nous ayons des engagements communs, mais c'est au moment du confinement où nous nous sommes d'une certaine façon engagés en acceptant de nous voir amputés d'une liberté fondamentale, celle de nous déplacer, de sortir de chez nous. Et en réalité, l'acceptabilité sociale du confinement a été possible précisément parce que le sentiment qui alors dominait dans l'opinion, ça n'était pas le courage, c'était précisément la peur. 70%, un peu plus même, presque 80% des Français à ce moment-là ont ressenti à l'unisson de la peur pour eux-mêmes et de la peur pour leurs proches. Et ce faisant, nous avons tous accepté de rester pendant plusieurs semaines confinés, enfermés chez nous, ce que nous pensions quelques semaines avant totalement inconcevable. Et donc nous avons accepté ça, et en réalité, il n'y avait ni courage, ni prise de risque dans ce qui était pourtant, me semble-t-il, un acte d'engagement relativement fort. Alors moi, je trouve que ça montre une sorte d'ambivalence du courage, parce que si vous prenez l'exemple tout récent des Russes, des jeunes Russes qui refusent la mobilisation qui leur est imposée, il y en a qui vont dire ils sont courageux, ils fuient par exemple, ils fuient parce qu'ils ont le courage d'affronter un ordre qui vient d'en haut et qui pourrait, avec lequel ils ne sont pas d'accord. Mais le risque de la prison. Les Ukrainiens disent non, c'est des lâches. Le vrai courage eût été de protester contre la guerre au moment où elle a été déclarée, et non pas seulement au moment où ils sont eux-mêmes susceptibles d'être mobilisés. Et donc la notion de cause juste, parce que le courage, je suis d'accord avec la définition qui est là. Après, il y a la question de la justesse de la cause. Et ça fait que le courage, qui sera le même dans tous les cas, va être connoté positivement ou négativement selon la cause qu'il est censé servir. Oui, c'est l'observateur qui décide si tu es courageux ou pas, finalement. Encore une fois, je reviens à Walton, le Waffen-SS, si je suis son copain de chambrée, je vais le trouver courageux. Si je suis un jeune Américain de Washington, je vais le trouver horrible. Mais sur le confinement, je reviendrai. Je ne suis pas trop d'accord avec l'idée que c'est un engagement. Moi, j'ai accepté le confinement. Oui, j'avais peur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le vaccin, il y avait toutes ces inconnues. Il y avait quand même une dimension sacrificielle. On a tous été sacrément emmerdés de devoir rester chez nous pendant plusieurs mois. Ouais, alors moi, ça allait parce que j'avais la forêt derrière, donc je souffrais un peu moins. Et pas tous logés à la même enseigne. À Paris, il y a moins de forêt. Non, par contre, dans l'engagement, ce qui est essentiel, c'est qu'il doit quand même y avoir, le libre arbitre. L'engagement n'est pas subi, il est choisi. Or, le confinement, je ne suis pas sûr qu'on l'ait choisi. On l'a subi, moi, d'assez bonne grâce, parce que comme tout le monde, sans doute, j'avais peur. Et c'était un mal nécessaire, mais le qualifier d'engagement, je ne suis pas sûr. Voilà, je mettrai une nuance. Ce qui suppose que l'engagement écolo que j'évoquais tout à l'heure, qui est autant subi que choisi désormais, on n'a plus trop le choix. L'engagement écolo ne serait pas totalement un engagement. Ah si, on peut se mettre des œillères. Pas de problème. Non, après, tu as des tas de raisons pour ne pas t'engager. Tiens, je t'en donne une qui est très rationnelle. La France, ça représente 3% de la production de CO2 au monde. Donc le fait de diminuer de 10% ma facture d'électricité, en quoi ça va changer la transition écologique? Donc je ne fais rien. Ouais, mais là, te tombe dans les habituels paradoxes du dilemme du prisonnier, dans lequel l'action de l'individu, l'intérêt de l'individu n'est pas forcément l'intérêt collectif. Et si tu es mené justement par la conscience d'un devoir qui doit s'imposer à tous, tu dis, je vais faire ma part du travail comme j'attends que tous les autres le fassent. Je croirais entendre Hannah Arendt, là. Je ne suis pas fâché par la comparaison. Pour revenir sur la question de qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est courageux ou pas? Alors d'abord, on connaît bien la chanson, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. Évidemment, en fonction du camp dans lequel on était, on va dire courageux ou pas courageux. Il ne fait aucun doute pour moi que des fois, dans les conflits, il y a des actes héroïques qui sont accomplis par des gens qui sont absolument du mauvais côté. Ou si on regarde peut-être parmi les plus impressionnants des
des soldats de la Seconde Guerre mondiale, il y a les soldats japonais qui ont été coupables des pires exactions imaginables. Et c'est pour ça que la question vertu, ou alors il faudrait le prendre comme définition, mais le 4e critère qui était évoqué, comme tu disais, c'est assez discutable. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que ce soit discutable. Alors, et sur la question de la lucidité, on va invoquer anecdote historique. Pourquoi dit-on sous comme un Polonais? Allusion à une grande bataille napoléonienne, ça devait être Iéna, où Napoléon était si impressionné par la vigueur avec laquelle la partie polonaise a enfoncé l'adversaire. Il s'en est émerveillé auprès d'un de ses conseillers qui lui a dit « Sire, c'est normal, c'est des Polonais, ils sont déjà sous depuis tôt ce matin. » Et Napoléon de répondre « J'aimerais que tous mes soldats soient sous comme cela. » Et si ça, il y a quelque chose qui te donne du courage là, est-ce qu'on va dire que... Tu ne crois pas si bien dire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont inventé une méthamphétamine qui s'appelle de mémoire la benzédrine, je crois. Et ils gavaient leurs soldats pendant la Blitzkrieg, notamment les tankistes et les aviateurs et les sous-mariniers, de benzédrine. Alors les Anglais étaient fort fâchés parce qu'ils ont vu que c'était très efficace. Alors pendant la campagne de Rommel, ils ont inventé une autre amphétamine, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais bon, pour Birakan. Et alors, ils ont équipé une compagnie, ou alors non, c'était plus qu'une compagnie, un régiment de tanks américains, Sherman tout neuf, et ils les ont gavés de méthamphétamine. Et les résultats étaient extraordinaires. Jamais ils ont vu des soldats avoir une telle vaillance. Le seul problème, c'est que le taux de perte était 80%. Ça, c'est dans Sun Tzu. Il te dit, le bon général ne doit pas être trop attaché à la vie parce qu'il aura peur de s'engager, mais il ne doit pas non plus être trop détaché de la vie parce qu'alors il ira au combat de façon imprudente et tout perdra. Il y a quelque part un équilibre. Gérard, vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'engagement était une porte ouverte vers l'inconnu. On s'engage, mais on ne sait pas où cet engagement en réalité nous mène. Et en tout état de cause, l'engagement est incertain et à la fin, il peut y avoir un succès, une victoire ou un échec. Alors, je pose la question de façon générale pour vous deux et de façon très concrète pour Cédric. Vous, par exemple, Cédric, vous avez connu la victoire en politique et vous avez aussi, pardon de le rappeler, mais connu la défaite en politique. Et je me demandais même, pardon, je termine juste là-dessus, je me demandais même comment on vivait le contraste entre tous les succès que vous avez remportés au plan scientifique, comment est-ce qu'on vit après tous ces succès scientifiques une défaite politique? Alors d'abord, pour dire ce que tu dis est vrai, mais plus de défaites que de succès en politique, j'ai connu, ça incontestablement. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, en mathématiques aussi, en tout cas en recherche, on connaît l'échec sans arrêt. Certes, des fois on se retrouve avec un état de grâce, avec les récompenses, on accumule les prix, et on peut se dire de l'extérieur, bah, il réussit tout. On sait bien, nous en intérieur, qu'on a foiré 90% de nos projets. Et que au moins... On perd davantage en sciences qu'en politique en réalité. Compris-vous. Certainement. Every day is a failure, c'était la devise d'un de mes collègues de Berkeley, célèbre spécialiste d'équations aux dérivées partielles, insistant sur le fait que chaque jour, vraiment, devant sa page blanche, à 3h du matin, peut-être comme Napoléon, ou le matin, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et il faut y aller, continuer. Les défaites étant aussi instructives que les échecs, parfois même davantage. Ça, c'était Nelson Mandela. Quand je perds, j'apprends. Je ne perds jamais. Voilà, de sorte que je ne perds jamais. Je voudrais... alors, petite annonce d'abord. Je vais devoir bientôt rejoindre mon stand pour signer parce que je devrais partir dans 30 minutes, et pour qu'il y ait de temps aussi bien pour ceux qui sortiront de cette conférence que pour ceux qui n'y sont pas à signer un peu, il faut que j'aille passer un peu de temps. Première annonce. C'est un test. Test. Non, mais là, c'est bon, il y a le temps pour eux de continuer à t'écouter, à écouter Gérard, et ensuite de venir, mais il faut que j'aille un peu en avance. Deuxième petite annonce de façon complètement opportuniste. Si quelqu'un a retrouvé un stylo en bois orphelin, je le prends, il y a une forte récompense qui vient avec, je l'ai perdu tout à l'heure. Et troisièmement, je voulais dire un mot sur René Dumont, que je voulais rebondir là-dessus. Un de mes héros personnels. J'ai découvert seulement sur le tard à quel point son engagement était incroyable. René Dumont, il a 70 ans quand il fait sa conversion écolo. Où avant, il était il a fait toute sa carrière. C'était un agronome, toute sa carrière et tout, mais
il était sur un logiciel plutôt productiviste avant, et puis en 1972, avec d'une part les grands émois écolos, d'autre part le rapport Meadows, et puis il fait la synthèse de toute son expérience, il fait un virage. Dufumier parle de ce virage qu'il a fait à 70 ans. 4 ans plus tard, il était le candidat à la présidentielle et il est resté aujourd'hui encore dans la culture écolo comme le candidat emblématique, celui auquel tout le monde se réfère. Même s'il a fait 1 et quelques pourcents ou 2%. Donc ça, se dire à 70 ans, le gars a fait sa conversion, à 74 ans, il a accepté, c'était l'idée de Brice Lalonde, de se lancer dans ce pari fou. C'est quelque chose qui est énormément porteur d'espoir, selon moi. Et puis, pour les partis, la question des partis. Il y a plein d'inconvénients dans les partis. Un de mes amis, le philosophe marxiste devenu écolo, Alain Lipietz, dans un de ses ouvrages, a une très belle formule. Il dit « Toute mystique dégénère systématiquement en religion, puis en bureaucratie, puis en simple enjeu de pouvoir. » Les partis suivent exactement cette trajectoire. Malgré ça, on n'a pas trouvé, en tout cas, je ne connais pas de formule qui permettent dans l'engagement politique, autre que les partis, pour faire durer les idées et les combats au-delà de juste une carrière. La question étant, quand moi ou qui d'autre, ou quelqu'un d'autre va juste prendre sa retraite, ou partir, ou être jeté hors de la piste par tel ou tel scandale, on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Comment faire en sorte que les idées continuent à être portées, soient transmises aux militants d'après, aux générations d'après? Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que la forme parti. Alors certains vieillissent plus ou moins bien, plus ou moins facilement, mais là où il y a 5 ans encore, j'aurais dit, mais la politique doit se faire sans parti, avec les personnalités et tout ça. Aujourd'hui, résolument, je dis, pour s'inscrire dans la durée, il faut que ce soit dans les partis. Maintenant, il faut aussi des militants hors parti, avec la liberté que confère le fait d'être hors parti. Le monde associatif est un monde que j'ai appris à connaître bien mieux en étant député, et j'ai vu dans bien des combats, les combats dont je suis le plus fier à l'Assemblée d'avoir porté, à chaque fois, c'était des associations qui m'apportaient les bons angles, les bons argumentaires, les bonnes occasions. Et je pense que ce sont deux mondes, parti et le monde de l'engagement citoyen associatif, qui sont complémentaires, aussi parce qu'il n'y a que les associations, mais pas les partis. Pour prendre le pouvoir, vous pouvez toujours courir pour avoir les budgets inscrits dans les cadres budgétaires et les décisions prises par les exécutifs. Mais c'est deux mondes qui doivent apprendre à travailler bien davantage ensemble, y compris dans ma famille politique actuelle. La salle ayant eu le courage d'écouter, comme disait Churchill, est-ce qu'une partie de la salle aura le courage ou l'envie de poser quelques questions? Puisque Cédric, avant que Cédric aille signer quelques livres, est-ce que des mains se lèvent pour capter le micro? Je vois au moins une main là-bas, moi qui suis en surplomb. Oui, moi je voudrais dire, Cédric a fort justement cité comme référence la jeune Greta, fort bien médiatisée. Connaît-on ici dans cette assemblée la jeune et locale Camille Etienne, qui n'a pas bénéficié à ma connaissance d'une si bonne médiatisation? Moi, oui, je la connais, mais elle était, il y a 2 ans d'ailleurs, le rôle que tenait Aurélien Barraud aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, au MEDEF pour parler de croissance, décroissance, du scandale du fait que le vivant n'est pas valorisé dans les trucs économiques et tout ça. C'était moi qui tenais ce rôle l'an dernier à la réunion du MEDEF, et c'était Camille qui le tenait l'année d'encore avant. Mais je dois dire, Aurélien, avec son génie de l'expression, il a tout cramé en matière d'exposition médiatique. Pour le coup, là, waouh, chapeau. Autre question? Oui, bonjour. Alors d'abord, une remarque par rapport à ce qu'a dit Cédric Villani tout au début sur les conditions de l'engagement, parce que je pense que c'est quand même plus facile d'être engagé quand on a assez de temps de cerveau disponible pour le faire, quand on n'est pas occupé à se demander ce qu'on va mettre dans son assiette demain, ou est-ce qu'on va se loger dans un mois, ou si on va pouvoir se chauffer cet hiver. Et ensuite, une question donc, sur l'échelle de l'engagement, parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a des degrés d'engagement, avec un engagement qui serait plus noble qu'un autre.
un engagement, voilà, comme vous disiez tout à l'heure sur la modération de l'engagement, un engagement un peu modéré, actif, passif, public, privé, sur telle ou telle cause. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une échelle de l'engagement pour vous et qui juge finalement de savoir si cet engagement est plus noble que celui-ci? Merci. L'engagement est-il un luxe et l'engagement est-il gradué? Encore une fois, je pense qu'il faut revenir aux dimensions. Il y a la dimension lucidité et il y a la dimension de la force, de l'énergie. Et on peut mettre beaucoup d'énergie dans son engagement avec une très faible lucidité, ça s'appelle le militantisme. On peut par contre exagérer la lucidité et perdre l'élan, et dans ce cas-là on ne fait rien et il n'y a plus d'engagement. Il faut trouver un équilibre entre les deux, et ça c'est plus difficile. Je pense pas qu'il y ait de... Évidemment, en théorie, en principe, avoir du temps libre ou être dégagé des conditions favorise l'engagement. En pratique, on voit plein de contre-exemples. Prenez Marx, il a vécu dans la misère avec ces gamins qui crevaient de maladie sans qu'ils puissent faire grand-chose et tout ça. Ça n'empêchait que hyper engagé, complètement focus, passant sa vie à écrire des bouquins, à combattre ses adversaires intellectuels et tout et tout. Ça fait partie des contre-exemples. Prenez, je sais pas, des exemples de figures hyper engagées qui ont vécu dans des conditions très dures. Prenons Louise Michel ou prenons d'autres exemples qui surgiront. On en trouve beaucoup qui sont des figures engagées et qui pourtant étaient dans des conditions extrêmement dures. Et puis il y en a aussi qui sont très engagés et qui au contraire ont un certain confort du temps, je ne sais pas, un Voltaire ou bien d'autres exemples qui vous viendront en tête. Il y a des facteurs qui aident ou qui desservent, mais certainement pas de règles systématiques. Et puis qui détermine si la cause est noble ou pas? Là, je pense, c'est là qu'il y a beaucoup de subjectivité et plein de gens qui, de bonne foi ou croyant vraiment agir pour une juste cause, se retrouvent juste du mauvais côté. Mais c'est le consensus ou l'angle qui détermine. Alors, qui est plus ou moins engagé? Il y a des approches très différentes pour savoir qui on va admirer le plus, par exemple, ou qui on va le plus valoriser. Certains vont dire, prenons la métrique, si j'ose dire, le niveau, c'est les personnes qui sacrifient le plus, qui sacrifient leur fortune, qui sacrifient leur vie familiale ou qui sait quoi. D'autres vont dire, c'est ceux qui ont le plus d'impact, qui sont les plus engagés, les plus admirables. C'est complètement différent comme façon de faire. Et en fonction des objectifs que vous recherchez, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, vous allez privilégier l'un ou l'autre dans votre échelle de valeur. Et la société va avoir son échelle de valeur. Il ne faut surtout pas penser qu'elle va être parfaite ou juste. Juste, plus qu'une question, c'est un témoignage. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à un mariage. Et le prêtre, Monsieur Guerrier, vous parliez tout à l'heure de votre premier engagement qui était celui du mariage. Et le prêtre, pour expliquer aux jeunes mariés qu'il avait devant lui la différence entre participer et s'engager, expliquait la chose suivante. Il était colombien et il avait découvert la quiche Lorraine. Et pour lui, c'était un mets exquis. Et il disait, voilà, dans la quiche Lorraine, il y a des œufs et il y a du lard. Et bien, pour que vous compreniez la différence entre participer ou militer et s'engager, la poule, elle participe, le cochon, il s'engage. Pardon, ici. Une autre question ou anecdote? Je vais prendre une analogie que vous connaissez tous ici, c'est la résistance. C'est très intéressant de s'interroger à l'engagement des résistants. Et si vous faites une sociologie des résistants ou une démographie des résistants, vous apercevez qu'en gros, un bon 80% des résistants, en fait, c'était des jeunes entre 19 et 21 ans qui étaient appelés au STO en Allemagne. Et en hiver 43, ils sont montés au maquis en sachant que, à l'époque, la région était occupée par les Italiens. Et les Italiens n'étaient guère féroces vis-à-vis des insoumis, comme on les appelait
à l'époque. Les choses sont devenues autrement plus sérieuses en septembre 1943, quand les Allemands ont dégagé les Allemands. Les Allemands ont dégagé les Italiens. Là, c'est une autre affaire de jeu. Et en fait, les jeunes qui s'étaient engagés pour maquiser, comme on disait, et qui, honnêtement, l'essentiel de leur activité, c'est de ramasser les champignons et d'aller aux framboises, tout d'un coup se sont retrouvés dans un drame qui les dépassait. Et vous voyez, l'engagement, c'est pas si évident que ça, quand même. Donc, ils se sont engagés, mais ça a été un engrenage. Et le nombre de gens comme celui dont tu parlais, Cavaillés, c'est ça ? Cavaillés, qui l'ont fait en toute lucidité et en toute liberté, et dès le début, c'est une infime partie de la résistance. L'autre partie, ici, dans la région, on le sait, c'était les militaires du 13e, du 27e à Annecy, qui étaient démobilisés après la fermeture de l'armée d'armistice et qui se sont retrouvés au chômage, finalement. Donc, vous voyez, l'engagement, ça dépend aussi des circonstances. Et sans aucun rapport, mais pour revenir sur la question de la quiche lorraine, attention, le militant animaliste que je suis ne peut s'empêcher de faire remarquer que si le cochon a été élevé respectueusement en plein air, comme on le voit en Corse, et que la poule a vécu dans un univers concentrationnaire, comme c'est le cas de la majorité des poules pondeuses dans le monde, sur l'équivalent d'une feuille de papier A4, ou presque, allez, une feuille de papier A4, plus une carte postale, selon les dernières normes actuelles européennes, et a passé toute sa vie, animal intelligent et sociable qu'est la poule, dans un état de complète privation de tout ce qui fait l'intérêt le moindre d'une vie avant d'être sacrifié sans le moindre état d'âme, je préfère sans aucune hésitation être plutôt le cochon que la poule. Le cochon nous a donc quittés, mais... Et un autre cochon arrive. Donc, très difficile de prendre la parole après une telle ovation. Moi, je voudrais savoir si un individu ou une cause peuvent exister sans engagement. Moi, mon père était lorrain, donc je pourrais embrayer sur la quiche, mais est-ce qu'on peut vivre sans engagement ? Moi, je pense qu'on a vraiment montré la relativité de la notion, c'est-à-dire c'est quand même pas simple à définir. Je parlais hier en visio de cette jeune femme, de ce couple que j'ai vu cet été dans un hôtel. Visiblement, vu leur niveau de vie, ils n'étaient pas très engagés. Mais si on les avait interrogés, sachant que... En fait, c'est un couple qui était arrivé à Chamonix un soir avec un petit garçon de 1 an ou 2. Ils sont arrivés de nuit, donc ils n'ont pas vu les montagnes. Et au petit déjeuner, je les ai vus arriver. Ils n'ont même pas eu le réflexe de regarder le Mont Blanc, etc. Et aussitôt arrivés à la table du petit déjeuner, ils ont donné à leur enfant un téléphone, lui ont mis un dessin animé. Et puis ensuite, la jeune femme a filmé le buffet. Elle a filmé la table sur laquelle elle avait déposé les aliments du petit déjeuner. En fait, j'ai compris après que c'était une influenceuse. Et je pense qu'elle s'estime très engagée. C'est-à-dire faire connaître la teneur de son petit déjeuner, pour elle, c'est un engagement maximal, avec une prise de risque qui va avec, puisque d'aucuns vont peut-être mesurer les calories, leur répartition en différentes catégories, et lui dire que ce petit déjeuner la met en danger pour sa santé, etc. Donc, et puis il y a 2 formes d'engagement dont on n'a pas du tout parlé. C'est, par exemple, dans Nature, la grande revue scientifique, il y a 15 jours, il y a eu un éditorial à propos de l'engagement des chercheurs. La question étant, quand on est par exemple climatologue, on fait des découvertes, des mesures qui en général aggravent le constat qu'on fait de la situation. Et donc la question que se pose un certain nombre de jeunes chercheurs, ou moins âgés, ou plus âgés, c'est est-ce que ma priorité c'est de perfectionner encore plus les connaissances en publiant de nouveaux articles de recherche, ou c'est d'alerter la société, y compris par un engagement politique.
Et la revue Nature fait un éditorial dans lequel elle comprend ce qu'on appelle la désobéissance civile de la part des chercheurs. Donc c'est une forme d'engagement aussi, ça. Et c'est un choix qui n'est pas du tout évident. Et au CEA où je travaille, les climatologues se posent vraiment cette question. Ensuite, il y a une forme d'engagement que personnellement j'admire beaucoup, c'est l'engagement d'Einstein. C'est-à-dire, ce n'est pas un engagement physique. Il a été pacifiste pendant la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1933, il a continué d'être pacifiste. Il a même soutenu publiquement les objecteurs de conscience, notamment en Belgique, qui refusaient de faire le service militaire. Il était engagé. Et puis, quand Hitler est arrivé au pouvoir, lui qui est resté 18 mois en Belgique, puisqu'il ne pouvait pas retourner à Berlin, puisque les nazis avaient investi son appartement et commencé à brûler ses livres, il a passé 18 mois en Belgique. Il a fait plusieurs allers-retours à Londres, notamment pour rencontrer Churchill, et il a cessé d'être pacifiste. Et avant de quitter l'Europe, il a donné un grand discours au Royal Albert Hall à Londres, dans lequel il dit « Contre Hitler, il faut se battre ». Ça, pour lui, c'est une sorte de changement complet de position. Il va revenir dessus après la bombe atomique, évidemment, mais je trouve que c'est assez courageux quand même, parce qu'il s'est pris des lettres d'insultes, évidemment, de la part des pacifistes. Et je voulais aussi dire à ceux qui rédigent des tweets que ce qu'a dit Cédric tout à l'heure à propos de l'âge de René Dumont me fait penser que j'ai encore un peu de temps avant de m'engager politiquement. Voilà. Donc si vous pouviez apporter un démenti... Autre question? Je ne sais pas si ça marche. Bonjour, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter vos témoignages, mais en écoutant, j'ai une certaine réaction qui m'est venue. Cédric Villani a parlé de Greta Thunberg, il a été posé la question sur Camille Etienne. Moi, ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui s'engagent, qui créent des associations, des entreprises, qui œuvrent pour la transition écologique, notamment parce qu'elles se posent la question, enfin, elles s'engagent, je pense, pour l'avenir de leurs enfants. Donc ma question, c'est où sont les femmes et pourquoi quid de l'engagement des femmes? Voilà, je voulais vous entendre un petit peu, parce que je trouve que ça a manqué un peu dans vos propos. Alors, je conviens que l'estrade est assez masculine, mais je rappelle que la figure d'engagement qu'a spontanément cité Cédric Villani, c'est Greta Thunberg, et qui aujourd'hui, effectivement, paraît être la figure d'incarnation magistrale de ce que peut être l'engagement, avec en plus une notoriété mondiale. Mais je m'en tiens à ça comme élément de réponse, considérant que je ne suis que l'animateur. Non, c'est un sujet évidemment délicat, parce que moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il n'y a pas de différence de sexe, il n'y a pas de différence de race, etc. On est tous des humains et l'engagement, il est égal pour tous. Point. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est une femme, un homme, un black ou un indien, je m'en fous. Albert Camus, oui, Albert Camus, c'était un blanc de moins de 50 ans, et alors, on s'en fout. C'était Albert Camus, et Simone Veil, c'était une juive, etc. Et elle est courageuse, elle s'est engagée, et très bien. Pour moi, le sexe n'a rien à voir là-dedans. Autre question? Merci. Ma question s'adresse en particulier à M. Étienne Klein, grand scientifique. Voilà, je voudrais savoir si vous trouvez pertinent de relancer les centrales nucléaires avec toutes les difficultés qu'on a pour avoir de l'eau dans nos fleuves, sachant qu'il faut 15 ans pour que ce soit opérationnel. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Faut-il s'engager, se réengager en faveur du nucléaire? Alors, moi, je suis partisan de la posture suivante. Je pense que la science produit des connaissances et elle produit aussi de l'incertitude. Au sens où la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Par exemple, la physique nucléaire ne nous dit pas si on doit construire des centrales nucléaires. La génétique ne nous dit pas si on doit ou non fabriquer des OGM. Donc, nous devrions, dans un monde idéal, pouvoir discuter démocratiquement
du type de compagnonnage que nous souhaitons effectuer avec les nouvelles technologies, ou bien, si on parle du nucléaire, avec une technologie plus ancienne qui pourrait être modernisée, disons. Et ce que j'observe, c'est que les débats sont impossibles. Quand on en organise, ça donne des sortes de fiascos. Parce qu'un débat démocratique comme celui que j'envisage, il est extrêmement chronophage. C'est-à-dire qu'il faut travailler, acquérir des compétences, argumenter, interpeller, poser des questions. Et il semble que plus personne n'a le temps de participer à de tels débats, qui sont donc simplifiés par des postures radicales que je dénonçais tout à l'heure. Et donc, je pense que ce n'est pas à moi de dire s'il faut rallumer les centrales nucléaires. Moi, ma seule fonction peut-être, c'est d'essayer de faire en sorte que les fake news prolifèrent moins, d'un côté comme de l'autre. Et quand je vois par exemple que des sondages qui sont faits régulièrement tous les ans montrent que 72% des Français pensent que c'est le nucléaire qui est responsable du changement climatique, cette proportion montant à 84% chez les jeunes de 18 à 24 ans, je ne comprends pas pourquoi, quand on a la mesure d'une croyance qui est fausse devant les yeux, on ne prenne pas un certain temps à la dénoncer. Bon. C'est mon rôle. Je suis pas, autrement dit, ce n'est pas aux scientifiques de dire ce qu'on doit faire de la science et de la technologie. C'est à eux de dire, voilà ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on fait. Et il me semble que nous sommes dans une forme d'immaturité démocratique, puisque les débats, quand ils ont lieu, n'attirent pas grand monde, comme si finalement, il n'y avait pas de désir de connaître. On veut être informé, mais on n'a pas envie de travailler, quoi. Et donc, il faudrait mettre sur pied une sorte d'ingénierie sociale qui dirait, à propos des grandes questions qui se posent à nous, quelle est la part qui revient au discours des experts? Parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Quelle est la part qui revient à la discussion démocratique? Quelle est la part qui revient, disons, à la décision politique? Et je pense qu'on n'a pas trouvé cette ingénierie sociale. Et du coup, nous sommes en train de devenir sur ces questions ce que Pierre Rosanvallon appelle une société des affects. On juge par nos affects. J'aime, j'aime pas, comme s'il fallait généraliser à la vie démocratique les comportements que nous avons sur les réseaux sociaux. Mais oui, sur les réseaux sociaux, quand vous dites « j'aime », ça veut dire quoi? Est-ce que vous aimez le fait que le tweet ou le post ait été présenté, ou est-ce que vous aimez ce qu'il annonce? Quand, par exemple, sur Twitter, je vois, on annonce la mort de quelqu'un, il y a des milliers de j'aime. Ça veut dire quoi? Les gens sont contents que la personne soit morte? Ou ça veut dire qu'elles sont contentes que l'information soit diffusée? C'est pas clair du tout. Le chorizo, par exemple. Voilà, je vous raconte l'histoire, peut-être si on a une minute. Moi, je voulais vraiment faire une blague, c'est tout. Parce qu'il y a toujours eu des canulars dans l'histoire de la science, je pourrais en raconter des centaines. Ça a toujours été pratiqué, y compris dans des revues très importantes comme Nature, que je citais tout à l'heure. La NASA elle-même a fait des canulars en astronomie. Le chorizo, ce n'est pas une invention de ma part. Le chorizo, il est utilisé pour des canulars en astronomie depuis des années et des années. Parce qu'on n'a pas le choix. Si vous prenez un truc rond, il faut que ce soit rond quand même. Le saucisson lyonnais, ça ne va pas, il y a des taches blanches. Pour une étoile, ce n'est pas crédible. Donc il faut un truc qui soit rond, dans lequel il y ait de l'orange et du rouge, pour que ça fasse un peu étoile. Bon. Donc le fait de mettre un chorizo en faisant croire que c'est une photo nouvelle de l'étoile Proxima du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière. Hein. Normalement, quand on dit 4,2 années-lumière, ça veut dire que c'est loin. Et espérer avec un télescope qui n'est pas gigantesque, voir les détails de la surface d'une étoile qui a 4 années-lumière, il me semble que chorizo plus ça, c'était l'indication que c'était un canular. Mais au bout de 3 quarts d'heure, je vois que ça s'enflamme avec des likes, et je ne sais pas s'ils viennent de gens qui applaudissent le canular, ou si c'est des gens qui trouvent que la photo est belle. Bon. Et donc là, je panique un peu et je corrige mon tweet en disant, selon la cosmologie contemporaine, il n'existe aucun objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Bon. Donc ça voulait dire que c'était un canular, non? Donc moi,
Donc moi, je vais me coucher tranquillement. Et le lendemain, je vois la catastrophe. BFM TV qui annonce la découverte d'une nouvelle étoile. Une chaîne suédoise qui annonce la découverte d'une nouvelle planète. Et là, je me dis, il faut que je mette les choses au point. Et ça a pris une ampleur mondiale. Enfin, voilà. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Comme quoi, Étienne, dans le cochon, tout n'est pas bon. Oui. Oui, tout dépend de la façon dont a été fabriqué le chorizo. Oui. Cette conférence n'était pas un canular, mais comme l'heure a largement tourné et que nous avons débordé, je remercie vraiment très chaleureusement Cédric qui est parti, Étienne et Gérard.